C'est vraiment l'âge de la transition. Dans 5 ans, j'ai 30 ans, c'est un truc de fou. Voilà, moi, je stresse un peu. Tout le monde stresse. Le podcast se passait très bien. Là, tout le monde stresse. Nouvel épisode toujours en direct de Station F. Aujourd'hui, je reçois Junior Bidunda qui est cofondateur de Broken Abroad, une société qui facilite le voyage, l'hébergement à l'étranger pour des séjours. Salut Junior, comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va très bien, je suis ravi de t'avoir avec nous sur ce nouvel épisode de Charbon. Tu vas évidemment nous parler de toi, tu vas nous parler de tes associés, tu vas parler de la société et de ce qui vous a motivé à monter ce projet. Évidemment, on évoquera French Tech. Pour commencer, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous pitcher Broken Abroad, concrètement, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est ? Ok, alors du coup, Broken Abroad, ça veut dire du coup fauché à l'étranger, donc c'est déjà très clair donc dès que tu l'entends. Et ensuite, c'est un facilitateur de voyage avec une mission, rendre le monde du voyage plus accessible. Donc accessible à qui ? Aux personnes qui ont été occultées par l'industrie classique du tourisme. Donc les jeunes étudiants, les étrangers, les minorités, un peu toutes les personnes qui ne sont pas sur les affiches dans le métro, on va dire. Et voilà, c'est ça notre mission principale. Ok, lorsque vous travaillez votre sujet, vous avez une approche qui est quoi ? Soit la proximité avec les destinations, soit le prix qui est un peu moins cher. C'est quoi votre positionnement ? Parce que moi je parle de bon plan, est-ce que j'ai juste ? Alors, au tout départ, c'était beaucoup plus le prix. Sauf que maintenant, avec la conjoncture actuelle, ça va moins être le prix, ça va être plus être le rapport qualité-prix. Donc ça peut être un peu plus cher, mais ça va être meilleur. Mais ça tend toujours entre les deux. On joue avec les deux. Ok, aujourd'hui, vous êtes 3 cofondateurs, 3 associés. C'est ça. Vous êtes combien dans l'équipe ? On est du coup 3 cofondateurs et au tout, on est 8-9 à peu près. Ok, la société à quel âge ? Ça va faire 3 ans là, cette année. Ok, aujourd'hui, les clients que vous avez, ils sont essentiellement en France, on est d'accord ? C'est ça, parce qu'on est basé que sur Paris et sur Lyon pour le moment. Ok, donc départ de Paris et de Lyon à travers quelle destination ? Partout dans le monde. Partout. Vous avez déjà des retours sur la validation ? J'imagine que les systèmes de notation, au même titre que les hôtels, les vols, etc., c'est des choses qui vous parlent, qui sont importantes. Comment vous jugez justement ce rapport qualité-prix ? Comment vous mettez vos clients un peu au cœur de ces éléments-là ? Alors du coup, nous, les feedbacks, on les a directement à travers les réseaux sociaux. Donc que ce soit sur Twitter, sur Instagram avec les reposts, les tags sur les photos par exemple, ou tout simplement les gens qui nous envoient des messages pour nous dire « Ouais, là je reviens de voyage, j'étais dans cet hôtel et c'était super bien, merci », ce genre de choses. Donc nous, c'est comme ça qu'on va avoir plus de la qualité en termes de feedback. Ok, aujourd'hui vous êtes lauréat, vous avez cet accompagnement du programme Tremplin par la French Tech. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste ? Qu'est-ce que ça vous permet de faire tous les jours, au quotidien ? C'est quoi ce service ? Alors du coup, c'est un accompagnement total, on va dire. Ça va être des workshops, des ateliers, de l'exposition parfois. Et c'est surtout 40 000 euros qui nous ont grave aidés. Et ça va être ça. C'est un 360 en fait, on va dire. Vous étiez vraiment sur cette logique-là de recherche de financement ? Non, on n'était pas vraiment en recherche parce qu'on a toujours été autofinancé depuis le départ. On n'a pas levé de fonds pour le moment. Et c'était juste pour nous, c'était une étape, en fait, on va dire, parce que on sait que la French Tech, c'est nos impôts, on va dire. Et donc, c'était vraiment une étape. On s'est dit pourquoi pas, on l'a fait et ensuite on a été lauréat. Donc, tant mieux, on va jamais dire non à de l'argent. Tu travailles, du coup, tu as cofondé ça avec Myriam et Steven, c'est ça qui sont tes associés. Aujourd'hui, quelles sont les répartitions ? Toi, tu es à la com marketing, c'est ce que j'ai cru comprendre. Comment vous répartissez les tâches ? Alors, du coup, moi, je suis à la com et au marketing. Myriam, elle va chercher l'argent, tout simplement, qui est le plus dur. Et Steven, il va être sur le produit, donc les offres. Et on a aussi un 4e qui s'appelle, qui est pas avec nous actuellement. Il est à l'étranger, c'est notre CTO, du coup. Et du coup, il s'occupe de la tech. C'est quoi concrètement la promesse de Broken Abroad ? Quand on parle pas anglais, on l'a pas. Quand on parle anglais, on a très bien compris. Mais c'est quoi la promesse concrètement ? Alors la promesse, c'est vraiment de rendre plus accessible le voyage. C'est vraiment ça. C'est le voyage. On sait que c'est accessible, mais c'est pas accessible à tout le monde. Donc nous, on veut vraiment le rendre plus accessible à tout le monde. Comment on fait pour se distinguer de la concurrence ? Parce que je vais évidemment mettre les pieds dans le plat, mais il y a le sujet évidemment
du prix. Toutes les Mhm. sociétés Mhm. vont faire de plus en plus de clés en main, Mhm. c'est-à-dire voyage et hôtel, des séjours un peu sur mesure, et Mhm. on va parler du prix. Donc on peut soit avoir l'angle, c'est clés en main, donc c'est cool, c'est un peu Mhm. cher, mais au moins il y a tout qui est pris en compte. Ouais. Soit tu as l'angle d'attaque du prix qui est ultra pas cher, etc., avec des vols pas chers. Comment on se dédouane de cette pression par rapport à la concurrence? Qu'est-ce que vous allez chercher? Est-ce que c'est dans votre com? Est-ce que c'est dans vos Mhm. offres? Est-ce que c'est dans vos manières, dans votre manière d'aborder le sujet, de dire qu'en fait on peut, avec tel budget Mhm. max, faire tant de choses? Comment vous approchez ça? Alors nous, du coup, au tout départ, on était plus sur ce côté prix. Mais il faut savoir qu'on a commencé en 2019, fin milieu 2019. Donc c'était juste avant le Covid. Et du coup, il faut savoir que pendant le Covid, du coup, il y a eu une baisse des prix sur tous les vols, les hôtels. Donc les prix, c'était vraiment des prix de fou. On trouvait des offres à 8 euros, 10 euros pour aller en Irlande, ce genre de choses. Sauf que maintenant, ça reprend les prix d'avant Covid, on va dire, même un peu plus avec l'inflation. Et du coup, c'est plus un argument maintenant. Maintenant, l'argument, vraiment, c'est notre premier argument, c'est-à-dire notre com et les gens qu'on vise. C'est-à-dire qu'on vise des jeunes et c'est une cible qui est mal visée par les acteurs du tourisme, qui leur parlent pas ou qui leur parlent pas de la bonne manière. Et du coup, nous, on joue beaucoup sur ce côté où on est proche de notre clientèle et on sait comment leur parler. Et surtout, on vise une cible qui n'a pas été ou qui a été mal ciblée avant. Ce qui veut dire que déjà, il y a toute cette partie du travail que tous les grands opérateurs, tous les grands groupes n'arrivent pas à faire parce qu'ils sont pas ils sont très impersonnels dans leur communication, dans leur façon de parler, dans tout ce qu'ils vont faire au niveau de la com, ça va être très impersonnel. Et nous, on est tout au contraire. On fait vraiment tout le contraire. On parle aux gens, on prend leur feedback, on les prend en compte, on met en application tout ce qu'ils nous disent. Et ça fait que notre com est très axée sur tout ce qui est mème, on va dire, tout ce qui est événement, tout ce qui est autour de la communauté. Et c'est vraiment ce qui va faire que aujourd'hui, on est plus de 200 000 sur tous les réseaux sociaux. Et en organique, et ouais, donc ça a pris et ça continue à prendre. Ok, donc il y a une vraie création de communauté autour de ça. C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi cet aspect segmentation de l'audience, et que vous ne cherchez pas forcément à les taper le plus large possible, mais d'avoir, comme tu dis, cette possibilité, cette vocation à adresser un public particulier qui, effectivement, tu l'as dit, peut parfois être oublié par certaines marques, certaines campagnes. Exactement. Ce qui fait qu'au final, on parle à des gens peut-être un peu plus niches, mais en même temps, du coup, plus à même de consommer votre produit. Parce que plus concerné. Ça va être ça veut dire qu'en fait c'est niche sans être niche parce qu'il y a énormément de jeunes et surtout que c'est un public qui grandit, c'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui c'est ceux qui vont avoir 35 ans, 40 ans demain, qui vont avoir un énorme pouvoir d'achat. Il faut savoir que selon une étude, je sais plus laquelle, mais les jeunes sont plus enclins à dépenser que les gens plus âgés et surtout ils grandissent, ce qui fait que leur pouvoir d'achat il va aussi grandir avec le temps. Donc en fait on vise un public qui est en train de grandir avec nous et qui va avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat, donc un panier moyen qui va être plus élevé dans le futur. Ok, aujourd'hui au quotidien ces sujets-là c'est les tiens, ceux de l'animation de la communauté, de la communication. Tu es aussi du coup cofondateur, du coup tu es entrepreneur. Est-ce que toi tu te définis aujourd'hui comme un entrepreneur et qu'est-ce que tu mets derrière ce terme qu'on retrouve à toutes les sauces? Est-ce que je me définis comme un entrepreneur? Non, pas totalement. Je suis plus un créatif pour moi. Moi, je me vois plus comme un créatif qu'un entrepreneur. Et pour moi, c'est plus quelqu'un qui va mettre les idées en action, on va dire. Il a une idée, il la met en place et il fait tout pour que ça se réalise. Quitte à ce que ça marche pas, mais au moins il essaye. Pour moi, ça va vraiment plus être ça, peu importe le secteur. Donc il y a l'idée plutôt d'avoir cet aspect créativité, avoir un concept, une idée et faire en sorte de le rendre réel et de le rendre palpable. Du coup, tout l'aspect un peu recherche et développement, les mains dans le cambouis, etc. On trouve des solutions, des financements. Ça, c'est le côté un peu plus entrepreneur. Ouais. Donc j'aime bien ta vision d'entrepreneur qui est vraiment liée à l'idée et à la personne qui est créative. Et je trouve ça assez juste en fait, parce que souvent on le définit un peu trop par... capable de faire plein de choses, capable de lever des fonds, capable de gérer. Et il y a aussi cet aspect, en fait, capable d'avoir déjà, la bonne idée et de lui donner vie. Ouais, c'est le plus dur. C'est ça qui va peut-être mettre un peu une définition un peu différente, mais que j'apprécie quand même tout autant. Aujourd'hui, quelle est ta journée type? Nous, on aime bien savoir, évidemment, sur Charbon, quelles sont les journées des entrepreneurs, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont sur tous les terrains, est-ce qu'ils ont des temps morts, est-ce qu'ils ont des sujets bien définis? Vous êtes 3 associés. C'est quoi une journée type chez toi? Alors ça va pas être une journée type, ça va plus être une semaine type, surtout que on vient de totalement changer notre stratégie de communication. Donc en fait on va dire le lundi on va faire du brainstorming et on va planifier, on va
chercher un peu les idées par rapport à du contenu qu'on va pouvoir faire. Le mardi, on va dire qu'on va tourner le contenu, que ce soit du contenu audio, visuel, des articles, ce genre de choses. Et on va dire que le mercredi, on va monter le contenu. Donc, les montages, tous les montages, tout ce qu'il y a à faire pour que le contenu prenne vie, les captions, tout ça. Et ensuite, le reste de la semaine, on va le balancer. Et on va faire ça toutes les semaines. Et en attendant, du coup, sur les autres jours morts, entre parenthèses, on va avoir un peu plus sur le long terme, donc les stratégies, les campagnes de com. On va répondre, du coup, à nos clients, parler, créer de la proximité. Ouais, de la proximité, du coup, répondre aux gens et essayer de faire des plans un peu plus larges sur le long terme. Et sinon, ça va être du coup de l'analyse de data. Et ouais, en gros, ça va être ça en majorité. Ok, donc il y a un vrai pan création de contenu pour adresser cette cible-là. Est-ce qu'elle est facile à adresser? On parle souvent des jeunes qu'on définit souvent par un comportement assez volatile dans les actes d'achat, dans les usages, dans les envies. On les sent aussi très engagés, mais particulièrement difficiles à toucher parfois. Comment vous faites? Alors, comment on fait? En fait, on est nous-mêmes jeunes, donc c'est un peu plus facile que quand c'est des cinquantenaires qui essayent de parler à des jeunes. Donc, c'est pas une com top-down, c'est vraiment... Ouais, non, vraiment, c'est comme j'aurais aimé qu'on me parle, parce que moi, j'ai 25 ans, on a commencé, on avait 22, 23 à peu près, et donc, ça nous vient naturellement, en fait. Ça nous vient naturellement, c'est pas un grand travail de recherche, c'est vraiment... la dernière fois, j'ai vu un truc qui m'a fait grave rire, viens, on refait la même chose, et généralement, ça prend. On n'a pas besoin de faire... même on est une équipe qui est très très jeune. Le plus vieux, il doit avoir 30 ans, je crois. Et donc, ouais, donc ça nous vient assez naturellement. C'est ça aussi notre force. Donc la gymnastique intellectuelle de se mettre à la place des cibles, elle est plutôt naturelle parce que vous êtes jeune aussi. Et il y a ce côté, on joue sur les codes et les usages des jeunes. C'est ça. Tu vas parler du mème, qui est un format évidemment qu'on adore sur J'ai un pote dans la com. C'est hyper intéressant. Aujourd'hui, toi, comment tu vois la société? Comment tu vois votre boîte dans... 2-3 ans, je place ça là dans la mesure où on sait que les enjeux climatiques sont là, ils arrivent. C'est des questions qui vont arriver. Je sais que les empreintes carbone des différentes personnes vont arriver. On va se poser la question comment je consomme mieux? Est-ce que j'ai une empreinte carbone qui est importante ou pas? Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça? Comment ça rentre dans votre développement? Est-ce que ça en fait partie? Comment vous gérez ça pour les prochaines années? Bien sûr, ça en fait partie. Là, on est du coup en train de préparer une autre plateforme qui va arriver à la fin du mois normalement. Où là, du coup, on est un facilitateur de voyage, mais sur la prochaine plateforme, on va pouvoir réserver directement et on va pouvoir aussi, on est en train de développer un nouveau service qui s'appelle le Perfect Travel Match. Donc, en gros, ça va être le Tinder du voyage. Par exemple, toi, tu as envie de partir, on va dire, aux États-Unis et ton pote n'est pas dispo, tu appelles quelqu'un d'autre, il n'est pas dispo, mais tu es grave déter, tu as envie d'y aller. Bah, tu peux aller sur notre site et tu vas trouver quelqu'un qui veut aller aussi dans cette destination, mais qui correspond à ton type de voyage. Parce qu'il faut savoir que le voyage, ça crée des amitiés, comme ça on détruit. Donc il faut vraiment savoir avec qui on part. Et donc nous on veut vraiment faire ça parce qu'on a remarqué que nos abonnés la plupart du temps ils étaient toujours chauds, mais il y avait toujours un point bloquant, c'était j'ai personne avec qui partir. Et donc on a décidé de remédier à ce problème. Et donc du coup la prochaine plateforme elle va intégrer ça, donc la réservation direct sur le site, donc plus passer par les autres plateformes, et surtout le fait d'avoir cette possibilité là. Et du coup sur cette nouvelle plateforme on va mettre en place, on va highlight en fait les offres qui utilisent de moins d'empreinte carbone, on va dire. On va highlight en fait les offres vertes, que ce soit bus, train, on va vraiment faire ça. Mais il faut savoir que nous, on est plus axé sur un point sociétal plutôt qu'environnemental. On peut pas tout faire, ça on le sait. On peut pas être sur tous les fronts parce que ça veut dire qu'on fait semblant ou que c'est du greenwashing. On n'a pas envie de faire ça. On est vraiment sur le point sociétal où on se dit que malheureusement, le voyage, ça a été très longtemps réservé à une élite. Et maintenant que cette élite, elle a fait le tour du monde, elle dit aux autres, oui, maintenant il faut pas voyager, il faut marcher, il faut cela, il faut pas prendre l'avion. Et donc en fait, toutes les populations qui peuvent voyager que depuis, on va dire, une dizaine d'années, maintenant on leur dit, ouais, non, ne voyagez plus. Et on trouve que ça c'est un souci, donc il faut essayer de trouver le juste compromis. On peut voyager en faisant attention à son empreinte carbone, mais il faut pas que ce soit, ok, l'élite elle a pu voyager pendant 15 ans et maintenant le reste il faut arrêter de voyager parce que malheureusement c'est comme avec les jeunes et les boomers, on va dire, ils ont cassé la planète et nous on doit plus rien faire. Et il faut essayer de trouver un juste milieu entre tout ça. Et donc nous on est vraiment plus axé sur un point sociétal, aider les classes. Par exemple, nous on a un projet qui s'appelle le Bro Kids. C'est en fait une fois par an faire partir une classe de ZEP en voyage, parce qu'on sait qu'ils n'ont pas l'habitude de partir et ils ont beaucoup de mal, et on sait que voyager ça change une personne, ça change complètement la vision de la vie de quelqu'un, et donc nous on est vraiment plus axé sur ça. Ok,
Ok, non mais c'est hyper intéressant ton élément de réponse qui pour le coup est hyper honnête. Sur les enjeux écologiques, je te parlais de ça parce que c'est souvent les jeunes qui sont sensibles à ça et qui justement sont en attente de ça. Ce que tu me racontes est hyper complet, hyper intéressant. J'aime bien l'idée de Tinder. Je sais pas si moi je serais capable de le faire, c'est-à-dire de dire j'ai envie de partir à Dublin. Et j'essaye de matcher avec quelqu'un qui a envie. Mais en tout cas, je trouve que l'idée est drôle, ça peut faire marrer beaucoup de gens, je pense. Et j'ai hâte de voir ça et que tu nous fasses des retours sur comment ça a pris. Au global, lorsque vous avez eu vos premiers clients et aujourd'hui, quel a été les changements de mindset? Est-ce qu'il y en a eu un? Est-ce que toi, tu étais la même personne il y a 3 ans qu'aujourd'hui sur ta vision de business? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué? Est-ce qu'il y a des choses que tu penses plus? Est-ce que tu as des croyances qui sont supprimées ou qui sont renforcées? Ouais, j'ai totalement changé. Je suis plus du tout la même personne parce que moi, j'étais pas du tout issu d'un milieu entrepreneurial, on va dire. Mariam et Steven, mes cofondateurs, ils ont fait l'Institut Mine, donc ils avaient quand même été un peu dans ce milieu-là. Ils ont fait des startups Wix, ce genre de choses. Moi, j'étais en BTS Tourisme et ensuite j'ai fait une licence en info e-com, donc j'étais pas du tout dans ce milieu-là. Et je suis un peu devenu un cliché, c'est-à-dire que je parle en call, en deadline, ce genre de choses, ce que je critiquais un peu avant, mais ça rentre un peu dans le truc. Et sinon, oui, je suis un peu moins susceptible, on va dire, par rapport à certains feedbacks qu'on va avoir. Au début, on est très très proche de son produit, très amoureux de son produit. On est là, non mais tu mens, non mais c'est pas possible, non mais c'est des hypocrites. Et maintenant, on prend du recul, on prend le temps de vraiment comprendre. On se dit, ok, quand un client est mécontent, il va dire peut-être des choses qu'il va pas penser, ce genre de choses. Donc on va prendre beaucoup de recul. Et surtout, par rapport à la com, je suis beaucoup plus déconnecté. Dans le sens où avant, je répondais tout le temps à 8h, à 6h, à 2h du matin, il y avait un mail, quelque chose comme ça, je répondais tout le temps. Et maintenant, j'ai vraiment cette culture il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour s'éloigner de son écran. Je suis en train de faire une digital detox en ce moment, donc c'est un peu, ça va dans ce sens-là. Et donc ouais, je suis clairement... je sais où mettre les limites, parce que dans la com, c'est très difficile. Surtout à l'heure où sur Insta on peut avoir un DM hyper rapidement, que le CM il est ultra proche, et vous c'est un peu aussi, ça peut être parfois toi ton problème, c'est-à-dire que vous jouez sur la proximité. Exactement. Et du coup ce qui fait que parfois tu as un peu le sentiment de te trahir si tu réponds pas vite, alors qu'en fait non, pas du tout. Exactement. Et je trouve ça hyper intéressant sur ta capacité en tant qu'associé et aussi responsable de la com, de prendre cette hauteur-là et de se détacher notamment par rapport à ses clients et ses retours. Parce qu'effectivement, pour nous, notre boîte, c'est la meilleure. Ou en tout cas, elle a été pensée pour être la meilleure. Et on réajuste. Je trouve ça important, le point que tu fais sur prendre un peu de hauteur, de recul, et qu'il ne faut pas tout prendre en perso. Notamment dans les coms, j'imagine qu'avec 200 000 abonnés, 200 000 abonnés, c'est ça. Il y a des commentaires, il y a des retours, ils ne sont pas tous positifs. Et je pense que c'est bien que tu fasses ce point-là pour ceux qui nous écoutent et qui montent des projets et qui parfois demandent des avis, parce que c'est souvent ça. Et qui, quand ils sont pas bons, faut pas se démoraliser, faut pas les prendre pour soi. Exactement. Ça, c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, quand tu compares ton projet avec une solution plutôt d'un Airbnb, etc., qu'est-ce qui va différencier votre projet, Airbnb n'a pas le trajet, mais de plus en plus, ils font des propositions avec des collabs, avec des sites... vous, comment vous pouvez vraiment faire la différence au-delà de la promesse sur l'aspect un peu plus technique? Est-ce que votre plateforme elle a des codes et des usages bien précis? Est-ce que c'est sur mobile uniquement? Est-ce que vous faites un travail là-dessus pour vous différencier des autres? Ah oui, là, du coup, en fait, le côté, on va dire, réseaux sociaux, communauté, ça, on l'a déjà construit. Et du coup, là, notre deuxième défi, c'est vraiment le côté tech. Parce qu'on n'avait pas de tech, on l'a recruté il y a 1 an à peu près. Donc, ça fait 1 an qu'on travaille vraiment sur le côté tech. Et même là, on prépare une levée pour le côté tech. Et là, vraiment, notre tech, elle est vraiment axée sur une expérience utilisateur qui va être totalement différente des autres sites, qui va vraiment être personnalisée au plus, qui va être vraiment... on va dire beaucoup plus coloré, parce que là notre site actuel il est bien, mais il est pas assez personnalisé, il est assez, en fait il nous représente pas assez, parce que quand on nous voit, on est des personnes qui sont très joviales, qui sont très colorées, qui sont toujours en fait le voyager il faut que c'est une émotion, et on veut au plus que dans l'expérience utilisateur, que même quand tu cliques, quand tu as une notification, ce genre de choses, c'est vraiment un message qui te parle, qui va te faire sourire. Même quand tu résilies, on a vraiment pensé, même au moment où tu résilies, un petit mème qui vient et qui dit bon, on espère qu'on va te revoir, et ce genre de choses. Et on sait que dans l'expérience utilisateur, surtout dans le voyage, qui est très aseptisé,
Parce qu'il y a beaucoup de sites, c'est la maison mère, par exemple Kayab qui a 50 sites, ou Podo qui a 50 sites et qui sont tous faits pareil. Et on sait qu'en fait, l'utilisateur, il a plus du tout cette habitude d'un site vraiment qui sort vraiment de la masse et qui lui parle et qui s'est adapté à ses codes. Et nous, c'est vraiment ça qu'on veut faire avec une tech qui est solide derrière et qui apporte vraiment un UI et UX vraiment le meilleur possible. C'est intéressant dans ton retour sur la comparaison, parce qu'il y a souvent des solutions concurrentes qui se distinguent vraiment par l'UX et par leur expérience, et ce qui les rend parfois même très très forts par rapport à d'autres acteurs, et c'est intéressant le point que tu fais là-dessus. Moi j'ai une question sur le doute au global, parce que là ce qu'on vient de voir c'est la concurrence, du coup l'étudier c'est bien, mais ça fait douter aussi. Bien sûr. Ce que tu viens de me dire avant, les retours clients, etc., ça fait douter aussi. Comment tu gères le doute? Tu m'as parlé de prise de hauteur sur les commentaires, mais au global, sur votre projet, sur ta relation avec les gens dans la boîte, avec tes associés, j'imagine que le doute il est quand même présent. Comment tu gères ça? Alors, comment on gère le doute? On essaye de faire beaucoup de prévisions à l'avance, que ce soit au plan financier, plan com, on prévoit le plus à l'avance. Comme ça, déjà, on a des deadlines. Donc, des fois, on a des doutes sur des périodes, mais on sait que, en gros, si on regarde le tableau, en gros, ça va être mieux ou ça va être pire, entre parenthèses. Et après, sinon, le doute, c'est normal. C'est normal, Ouais, c'est quelque chose de normal, c'est ce qui nous permet de nous remettre en question, de changer de route, entre parenthèses. C'est quelque chose de normal, donc on fait avec. J'ai pas de solution miracle, le doute, on l'a jusqu'au moment où on fait face à ses problèmes ou à ses solutions, et après ça nous donne raison ou pas, et voilà. Faire face à ces problèmes, je rebondis là-dessus parce qu'il y en a tous les jours dans la vie d'un entrepreneur. Comment tu fais? Est-ce que tu as une capacité à trier, ou est-ce que tu prends tout d'un coup? Est-ce que tu te fais un point à chaque semaine et tu listes? Comment tu gères ça? Alors, nous, on a beaucoup de chance parce qu'on est 3 et la plupart des entrepreneurs qu'on connaît, ils sont 1, 2 maximum. C'est très rare. Même, par exemple, on a l'habitude qu'on fait des podcasts, ce genre de choses, des émissions. Quand on dit on est 3, ils sont là, ah oui, mais on a un seul micro, ce genre de choses. Et c'est toujours drôle, mais quand on est 3, il y a 3 opinions, il y a 2 personnes derrière toi qui sont là pour te rassurer ou pour te pousser ou pour te donner de la motivation. Et quand on a besoin de parler, on a 2 personnes derrière nous avec qui on peut parler, qui comprennent totalement ce qu'on ressent parce qu'on vit la même chose. Alors que souvent, quand on est entrepreneur, soit on est seul, soit on est avec des associés qu'on ne connaît pas vraiment ou qu'on a connus dans le milieu. Et nous, on se connaît depuis le départ, et en fait, notre amitié s'est construite dans l'aventure entrepreneuriale. Et ce qui fait que quand on parle de KPI, ce genre de choses, on sait de quoi on parle. Alors que si j'appelle ma mère et que je lui parle de KPI, elle ne va pas comprendre de quoi je parle. Et ça fait que j'ai des gens avec qui je peux vraiment parler de ce que je traverse tous les jours et qui vont comprendre. Et j'ai cette chance-là. On a cette chance-là parce qu'on est 3, et du coup, on avance à 3 et on s'épaule en fait. Et ça, c'est vraiment une énorme chance. Donc la force, elle réside dans le fait que vous soyez 3 à affronter les sujets, à diviser aussi les tâches. Et c'est hyper intéressant ta vision, parce que c'est vrai que souvent l'entrepreneur il est solo ou il est à 2. Et du coup on parle souvent de la solitude, évidemment, tu connais de l'entrepreneur. Et vous, c'est pas forcément un sujet, vous c'est plutôt bien établi, et c'est hyper intéressant. Tu m'as parlé des rencontres, de votre amitié. Est-ce qu'il y a des moments où tu sens que ça se fragilise ou que ça se renforce? Est-ce que tu sens que parfois le fait que vous soyez amis et que vous vous connaissiez avant fait que vous dites pas les choses, ou à l'inverse que vous les dites trop facilement et que ça peut blesser? Enfin, tu vois, est-ce que ça impacte votre relation au travail, sachant que vous êtes des amis et que tous les collègues sont pas des amis? C'est ça. Comment tu gères? Alors pour le coup, nous on était des connaissances et on est devenus amis dans l'entrepreneuriat, ce qui fait que on n'a pas d'antécédents qui pourraient se briser à cause de problèmes internes dans l'entreprise. Donc ça, c'est une force, parce que entreprendre avec les amis, je trouve que c'est compliqué personnellement. C'est pas quelque chose que je considérais personnellement, à titre personnel, parce que justement, ça peut créer des problèmes. Mais du coup, comme nous, on était des connaissances et qu'on n'avait pas d'antécédents de ceci, cela, et que c'est dans l'aventure qu'on est devenus amis, on peut se dire les choses hyper facilement. On se connaît assez bien, on sait sur quel temps on va pouvoir dire telle chose ou telle chose à l'un et à l'autre. Et donc, on n'a pas eu de soucis. Bien sûr, des fois, il y a des moments où chacun a ses problèmes personnels. Donc, il y a des moments où il y a quelqu'un qui va être un peu plus down, quelqu'un qui va être un peu plus motivé. Mais ce qui fait qu'on est 3, donc ça équilibre toujours, on va dire. On n'est jamais seul. Et donc, ouais, il y a aussi ça où l'entreprise ne compte pas que sur une personne. Et ça aide énormément.
Si tu devais revenir en arrière, pas forcément au moment où vous avez lancé la boîte, mais un peu avant, tu vois, je vais dire, à l'époque où tu as fait ton BTS, première année de BTS, on va dire, et tu revenais et tu te rencontrais, le toi de 17-18 ans, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu te dirais? Je sais pas, parce que j'avais pas du tout. À la base, quand j'ai commencé mon BTS, je voulais être steward. À l'époque, je me rappelle, c'est pour ça que j'ai fait un BTS tourisme. Et en fait, à la fin, je voulais plus le faire parce que je me suis rendu compte que je le faisais pour les mauvaises raisons. Parce que moi, je voulais voyager, sauf que ils voyagent, mais ils vont plus d'hôtel en hôtel. Ouais. Donc, je me suis dit, ouais, c'est pas la bonne idée. Et je pense que je me foutrais de ma gueule, je pense. Parce que je suis devenu un daron et tout. Non, je suis vraiment devenu un entrepreneur cliché, on va dire. Donc, j'utilise des termes que je n'utilisais pas avant. Je pensais pas que j'allais. Mais je savais que j'allais pas travailler pour quelqu'un, on va dire. Ça, je savais parce que j'ai toujours été créatif, j'ai toujours fait des projets à gauche, à droite. Mais je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Donc, je me foutrais peut-être de ma gueule, mais je serais quand même assez fier de moi, je pense. Ok. Et tu me reparles de créativité. J'aimerais bien que tu essayes de m'en donner une définition. Je sais que c'est un peu compliqué parce que on met beaucoup de choses derrière, mais ça fait plusieurs fois que ça revient, ce mot de créativité. Qu'est-ce que tu mets derrière en termes de définition? C'est quoi quelqu'un de créatif pour toi? C'est très compliqué comme définition parce qu'on est tous créatifs à notre manière, que ce soit par la musique, les textes, peu importe, il n'y a pas d'une seule manière d'être créatif. Je pense que c'est plus se challenger mentalement, se challenger, je vais dire mentalement, peu importe ce qu'on fait, se challenger, ne pas suivre quelque chose de tout droit, on va dire. C'est essayer d'aller un peu à gauche pour voir si ça change quelque chose, à droite, vraiment se challenger mentalement. Je pense que c'est vraiment plus ça, la créativité, c'est l'élasticité du cerveau, on va dire. C'est vraiment, pour moi, ce serait ça. Peu importe le domaine, la musique, l'entrepreneuriat. Ok, donc toi, c'est ce qui te plaît dans le métier au final que tu t'es créé aujourd'hui. Tu t'es créé un métier un peu sur mesure au final, parce que tu es à la fois à la com, en même temps tu es associé, donc tu gères des choses un peu plus stratégiques, des prises de décision. Si tu t'es fait ton métier un peu sur mesure, est-ce que toi, pour l'instant, c'est là où tu te voyais être, ou est-ce que tu as le sentiment de pouvoir encore évoluer, ou est-ce que pour l'instant tu te vois à ta place? Tu me parles beaucoup de ton évolution sur les termes, que tu es devenu un daron, etc. Est-ce que ça te va comme situation? Est-ce que tu aimes bien, ou est-ce que tu es encore dans une phase où je peux évoluer encore, je peux avoir plus? Est-ce que là ça te va? Ça me va, mais je sais que c'est une transition. Je sais que c'est une transition, surtout que je suis à un âge où c'est vraiment l'âge de la transition. Dans 5 ans, j'ai 30 ans, c'est un truc de fou. Je sais pas qui a 30 ans ici, mais voilà, moi je stresse un peu. Tout le monde stresse, tout le monde stresse. Le podcast se passait très bien, là tout le monde stresse. Non, du coup, c'est une phase de transition, et du coup, je sais que, en tout cas, avec les efforts qu'on fait maintenant, on sait que ça va payer, que ce soit dans 1, 2, 3 ans, peut-être 4 ans. Mais on sait qu'on est dans une période de transition où, comme tu dis, on a des doutes, on a encore des incertitudes. On ne sait pas où on sera dans 1 an, 2 ans, si la boîte sera encore là. On ne sait pas, il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes. Mais on sait qu'à l'heure actuelle, en tout cas, on fait ce qu'il faut pour que demain, on soit des meilleures personnes, des meilleurs entrepreneurs, qu'on soit plus heureux, plus épanoui dans ce qu'on fait, qu'on ait plus d'argent, parce que quand même, à la fin, le but, c'est de manger quand même. Voilà. Donc ouais, c'est une période de transition, donc ce qui fait qu'il y a des doutes, mais c'est pas une période où on est passif. On est très actif, on est très proactif, et donc on sait que ce qu'on va faire, si tout se passe bien, ça va payer. Donc on est plus dans une période d'attente on verra demain, mais ce sera un demain qui sera radieux si tout se passe bien. Et donc ouais, c'est plus dans cette phase-là. Ok, hyper intéressant. Tu m'as dit on fait ce qu'il faut faire. Ça veut dire quoi? Comment on fait la différence entre ce qu'on aime faire et faire ce qui doit être fait? Est-ce qu'il y a des choses qui sont inhérentes à la vie d'un entrepreneur qui sont pas forcément agréables? Comment déjà on les repère? Comment on les met en prio? Parce que souvent quand c'est pas agréable, tu dis c'est pas une prio, alors que parfois ça l'est. Comment tu fais ce que tu dois faire? Il y a ce qui doit être fait, c'est que maintenant on a des employés, et donc à la fin du mois il faut les payer, donc il y a des choses qu'on doit faire parce qu'il y a des gens qui dépendent de nous. Donc un engagement auprès de son équipe, de sa communauté, donc de nos clients, de nos adhérents, nos early adopters, ceux qui nous suivent depuis le début. Il y a tout ce côté où il y a des gens qui comptent sur nous en fait, et donc on peut pas se reposer sur nos acquis, sur nos lauriers. Il faut toujours qu'on essaye d'apporter plus de valeur, que ce soit en interne à nos employés, à nos familles qui comptent sur nous, à notre communauté qui nous suit depuis le début et qui voit cette vision, qui voit que tous les jours on est là, on travaille tous les jours, vraiment on fait ce qu'il faut, on va dire, et
Et ouais, donc c'est vraiment cette pression qui est pas une mauvaise pression en soi, mais qui est là quand même et qui fait que tous les matins on se lève parce que il y a des gens qui comptent sur nous et qui attendent qu'on réussisse, on va dire. Donc voilà. Hyper intéressant. Et tu as parlé de la famille, je trouve ça hyper intéressant. Tu es le premier vraiment à nous en parler comme ça de manière hyper proactive. C'est important aussi pour toi, par rapport à ta famille, ton projet, c'est des choses qui toi, sont aussi carburants pour toi, la relation que tu as avec tes proches. Oui, parce que moi, à la base, ma mère, comme chaque entrepreneur qui commence, sa famille, voilà, c'est pas les premiers, enfin, c'est pas souvent les premiers à nous pousser. C'est les premiers fans, mais pas forcément Oui. les premiers convaincus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, oui, vas-y, mais oublie pas les études, oublie pas ceci, cela. Ma mère, elle a très souvent été voilà, dans ce cas de figure où elle me disait, oui, mais les études, oui, mais ceci, cela. Et elle n'avait pas forcément la vision que moi j'avais quand j'avais commencé. Et maintenant que, par exemple, qu'on est Future 40, donc parmi les meilleurs de Station F, donc plus de 1000 entreprises, lauréat French Tech, qu'on arrive à payer des employés, qu'on arrive à se verser quand même un salaire, qu'on arrive à faire beaucoup de choses, à vivre de ce qu'on fait, que parfois dehors on sort et on croise des gens qui disent « Ah, j'adore ce que vous faites », ce genre de choses, ça la rassure, ce qui est normal pour une mère, on va dire, de s'inquiéter pour son enfant. Et donc, pareil, ça me rassure aussi parce que je me dis que, ok, bon, ça va, alors, c'est pas un faux taf que je fais. Et ouais, je pense que c'est ce côté-là aussi pour prouver un peu à ses parents, à sa famille, que l'idée qu'on avait au début, c'est devenu une entreprise, quelque chose de viable, quelque chose qui fait vivre des gens et qui va peut-être changer des vies. Plus tard. Trop bien, hyper cool. Petite question French Tech sur l'entrepreneuriat made in France. Est-ce que, j'imagine que toi tu as voyagé, est-ce que tu peux me dire pour toi ce qu'est l'entrepreneuriat made in France? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce pays? Est-ce que tu sens qu'il y a un engouement particulier? On a parlé de French Tech, BP, etc. Est-ce que tu le trouves comment tu pourrais définir cet entrepreneuriat-là made in France? Alors, l'entrepreneuriat made in France, pour moi, c'est déjà le seul où il y a... Parce qu'il faut savoir que le premier, comment on appelle ça, la première source de revenus des entrepreneurs, c'est le Pôle emploi, dans la plupart des cas. Donc c'est déjà un entrepreneuriat où tu as beaucoup plus de backup que dans les autres pays, les pays anglo-saxons par exemple, où vraiment c'est chaud. Quand tu t'entreprends, tu dois faire plein de choses, tu n'as pas forcément de source de revenus. Alors que là, il y a beaucoup d'aides, beaucoup de concours, beaucoup de choses qui font qu'on peut quand même avancer, même si on part un peu plus de rien. Même si forcément il y a beaucoup de biais cognitifs, de choses qui font que voilà. Mais je pense qu'en France, en tout cas, on a beaucoup d'aides, on va dire, que ce soit la BPI, les prêts à taux zéro, ce genre de choses. Donc il y a cette chance-là dans la French Tech française. Après, là on a un président qui est très French Tech, donc ça, il pousse aussi, même si voilà, il fait d'autres choses aussi, mais mais ouais, on a cette chance là, on va dire. Et après on est toujours forcément il y a toujours les États-Unis, les plus anglo-saxons devant, et voilà, on en est toujours un peu derrière à les suivre. Mais je pense que, en tout cas, autour de moi, je vois beaucoup de gens qui se lancent et qui veulent vraiment changer les choses. Et derrière, ils connaissent pas forcément justement ce genre de dispositif, mais on leur en parle et ça crée du coup un cercle vertueux. Et ouais, ce serait ça. Non, mais c'est hyper intéressant sur l'accompagnement. On sent que ça permet aussi à pas mal de gens de se lancer, et je trouve que ce que tu dis est assez juste sur le fait que tout le monde n'est pas forcément au courant, et du coup il faut justement prendre les infos. C'est pour ça qu'on invite évidemment ceux qui nous écoutent aujourd'hui à aller regarder sur le site French Tech les infos, l'accompagnement, tremplin, c'est toujours hyper intéressant. Ça permet de peut-être déclencher un lancement de projet. C'est ça. En tout cas, c'est ce que nous on essaye d'encourager avec ce podcast Charbon. On arrive à la fin de cet épisode. Junior, il va falloir que tu nous donnes ton avis sur la fameuse question qui revient dans chaque épisode de Charbon. Il faut que tu nous donnes ta définition de charbonner, d'aller au charbon. Aller au charbon, ça veut dire qu'on part, on est propre, on revient, on est sale. Hein. C'est vraiment ça, charbonner. Si tu vas à la mine, ton jean il est beau, il est bleu, tu reviens, il est noir. C'est ça, t'es allé, t'as mis les mains dans le conduit et t'as fait ce qu'il fallait faire, en gros. C'est simple, c'est efficace, t'as fait ce qu'il fallait faire, ça revient une fois de plus. Et c'est hyper intéressant, cette espèce d'ambivalence qui est plutôt logique, hein, entre il y a le côté hyper créativité que t'aimes bien et qui te passionne et que c'est ce qui fait que tu te lèves aussi, mais il y a aussi le côté, en fait, il faut qu'on fasse ce qui doit être fait, et que je trouvais ultra smart, en tout cas, ce que tu gardes les pieds sur terre par rapport au projet.
et que l'un ne va pas sans l'autre, a priori selon toi, et je trouve ça hyper intéressant. Merci Junior d'avoir pris le temps. Merci à vous. On est ravis de t'avoir eu avec nous aujourd'hui. On arrive à la fin de cet épisode malheureusement. Cette nouvelle saison qui est toujours en partenariat avec French Tech. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut.